Bon, docteur Pelouse, bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir sur cette chaîne. Très bien. David, moi aussi, bonsoir à vous. Nous allons commencer notre entretien comme nous l'avons prévu. Ben oui, tout à fait. Donc, on va commencer à parler de. Bon, j'annonce un petit peu le programme, hein. On va parler un petit peu du régime paléo, du mode de vie de cette époque-là. Et un petit peu, on va aborder les Blue Zones, hein, dont on a parlé ensemble en privé lors de la préparation. Hein, c'est bien ça, hein. Absolument, absolument. Voilà. Je voulais, juste avant de commencer, peut-être, est-ce qu'en 3 mots, vous pouvez vous présenter un petit peu pour ceux qui nous écoutent? Je vais me présenter, bien sûr. Bonsoir à tous, donc aussi, hein, à tous ceux qui vont regarder cet entretien. Alors, pour ma part, je suis ancien chirurgien des hôpitaux et j'ai passé ma carrière chirurgicale à m'occuper de maladies cardiovasculaires, puisque j'étais chirurgien cardiovasculaire et thoracique. Et donc, on peut dire que même pendant mes études de médecine, je me suis beaucoup intéressé à la nutrition et aux conditions générales de la santé. C'est peut-être, c'est même certain, dû au fait que mon père, qui était instituteur, insistait beaucoup sur l'hygiène, sur l'alimentation de qualité, etc., auprès de ses élèves enfants, il faisait le cours préparatoire à l'époque. Et donc, ça m'avait beaucoup marqué. Et ensuite, je me suis intéressé à ça en parallèle de mon activité chirurgicale, et en particulier parce que j'aimais bien la biochimie, les statistiques, tout ce qui est médecine basée sur des preuves. Et donc, j'ai mené cette carrière tout en étant assez averti de ce qui se passait dans le domaine de la nutrition et de la prévention des maladies cardiovasculaires. Et comme j'opérais aussi des malades du cancer, en particulier le cancer du poumon, j'ai pu aussi évaluer l'importance de la nutrition, hein, du point de vue des cancers. Et donc aujourd'hui, je suis extrêmement intéressé par ce qui se passe, c'est-à-dire les progrès fantastiques qui sont faits dans ces trois domaines et qui sont reliés à la nutrition, puisque on reconnaît un peu partout que c'est un élément essentiel, c'est un élément nécessaire, peut-être pas suffisant, mais en tout cas nécessaire. Voilà. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai apprécié quand on a fait connaissance le fait que vous disiez, eh ben, j'ai passé ma vie à essayer d'en sauver, donc ça, c'est très honorable. Et ben, écoutez, c'est tout l'objet de notre vidéo aujourd'hui, hein. Voilà. Moi, je voulais vous poser une question parce que, en fait, quand je suis entré en contact avec vous pour faire cette vidéo, que vous avez gentiment accepté, je vous ai demandé, en fait, si on pouvait parler de longévité, en fait. C'est un petit peu le sujet du moment. On voit Brian Johnson avec son projet Don't Die, etc. Le fait de vivre éternellement, ne pas tomber malade, etc. Et puis de suite, vous m'avez un petit peu rapatrié vers la paléonutrition et parler un petit peu du passé. Et j'aimerais comprendre un petit peu, ben, pourquoi en fait, quel est le rapport entre les deux et pourquoi commencer par là, hein? Alors, c'est un sujet central. Donc, on est sur un entretien au sujet de l'alimentation et la nutrition. L'alimentation, c'est ce que l'on consomme. La nutrition, c'est les processus qui vont suivre la consommation et influer sur votre santé. Ce qu'il faut comprendre, et qui est à mon avis tout à fait essentiel, j'ai compris ça très tôt car j'ai pu lire un jour dans le New England Journal of Medicine un article très ancien qui s'appelait la prescription paléolithique. Et ça a été un état de choc pour moi parce que je me suis dit, tiens, là, il y a une clé. Il y a visiblement une clé. Quelle est cette clé? L'alimentation dépend bien sûr de l'époque historique dans laquelle nous évoluons. Nous sommes actuellement dans l'ère post-industrielle qu'on va appeler l'ère de la digitalisation et de l'intelligence artificielle. C'est probablement la plus grande transition, la plus grande transformation que l'espèce humaine ait connue. Et avant, il y a eu différentes époques. Mais si on regarde attentivement l'élément central, c'est-à-dire le génome, ce qui est le plan qui est dans chacune de nos cellules et qui permet
à ces cellules de fonctionner en harmonie, de se développer lors de la vie fœtale, puis de la vie de l'enfance, et puis qui permet ensuite de réagir à toutes les situations adverses, y compris les infections, y compris la malbouffe, par exemple, etc. Ce génome, il a très peu changé. Autrement dit, ceux qui écoutent cette vidéo, cet entretien, peuvent imaginer déjà, c'est qu'il y a d'une part un génome qui est peu modifié, assez peu modifié, depuis l'ère paléolithique qui s'échelonne de 600 000 à moins 600 000 ans à peu près l'ère néolithique, c'est-à-dire entre 8 et 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc sur cette très longue période, le génome ne s'est pas beaucoup modifié. Il s'est un peu modifié à la période néolithique parce qu'on a eu des aliments venus de l'agriculture et de l'élevage, mais ce n'est pas des modifications extraordinaires, c'est des petites modifications, on y reviendra. Donc, on a un génome qui est merveilleux puisqu'il est très adaptatif, il a franchi la période des chasseurs-cueilleurs, la période des pastorales, des bergers, des agriculteurs, la longue période du Moyen-Âge avec la peste, les famines, etc. Puis l'ère industrielle qui est devenue dans l'ère post-industrielle une abondance extraordinaire. On a une abondance de biens et notamment d'alimentation qui est prodigieuse, ça n'a jamais été connu. Les gens souvent ne se rendent pas compte, même des conditions dans lesquelles ont vécu leurs grands-parents, voyez-vous. Donc, et on aborde maintenant une période encore plus fantastique avec l'intelligence artificielle, avec la digitalisation, avec la production énergétique qui va devenir beaucoup plus facile et efficiente, etc. Mais pendant ce temps, les changements du génome ne sont pas très importants. Alors, est-ce que c'est parce que les changements dont je parle, c'est-à-dire d'époque, les transitions, en fait, n'ont pas conduit à des changements de l'alimentation? C'est faux. Non, ils ont conduit à des changements énormes. On ne peut pas comparer, on va y revenir, l'alimentation paléolithique avec l'alimentation du Parisien ou d'un citadin d'une grande ville qui est assez peu enclin à faire de la cuisine et qui passe sa vie au cours des repas à désoperculer ce qu'il a acheté dans une chaîne de magasins. Bon. Après, si je peux me permettre une remarque, c'est peut-être on n'a pas évolué du fait que il n'y a pas eu de sélection, c'est-à-dire qu'on n'est pas mort du manque de nourriture, quoi. Alors, il y a eu des pressions évolutives. Il y a eu des pressions évolutives, mais ces pressions évolutives, elles se sont un peu effacées. C'est-à-dire qu'en réalité, comme je vous disais, il n'y a plus de famine. C'est même le contraire. C'est l'abondance maintenant. C'est l'hyperabondance qui nous gêne. Bon, on va y revenir. Donc, il y a un premier paradoxe qui est que nous avons un génome qui est peu modifié. Il s'est modifié, mais à la marge. Parce que l'essentiel des tempêtes, il les a connues pendant le Paléolithique. Et qu'après, finalement, les choses se sont un peu arrangées. La durée de vie a été prolongée, on a soigné, les gens ne mouraient plus de toutes les infections, etc., etc. Mais par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons atteint un tel niveau de différence entre notre optimum alimentaire et notre génome qu'un fossé s'est creusé et que nous sommes devant des individus qui ont certes une espérance de vie allongée, c'est sûr, mais qui voient apparaître des maladies chroniques qui ne sont plus la peste et le choléra, mais qui sont les maladies cardiovasculaires, les cancers et les maladies de neurodégénérescence cérébrale, et on pourrait ajouter les maladies auto-immunes, qui sont des maladies chroniques, ce ne sont pas des maladies aiguës. Ça, c'est très important à comprendre. Et donc, ces maladies sont les marqueurs du divorce entre notre génome et nos conditions de vie. Alors, pour trouver des solutions à ces maladies chroniques, une des premières choses, c'est peut-être de voir
quelle a été l'alimentation au Paléolithique au moment où on était plus ou moins en symbiose avec le milieu, comme les animaux sont en symbiose avec le milieu dans le milieu naturel. Les animaux sauvages, les plus proches de l'homme, les chimpanzés, les bonobos par exemple, ils vivent dans un environnement, ils sont parfaitement en équilibre avec En fait, cet vous êtes en environnement. train de dire que notre alimentation, notre mode de vie, il est suboptimal par rapport à ce pourquoi on était créé, en fait? Ah oui, il est devenu Ouais. extrêmement suboptimal, il est devenu délétère même maintenant. On va y Malgré revenir. l'espérance de vie qui a augmenté quand même, quoi. Malgré l'espérance de vie, parce qu'il crée des maladies chroniques auxquelles nous apportons des solutions de sparadrap, mais pas des solutions radicales. Et donc, on est pris avec cette question, on soigne des gens, certainement avec des choses fantastiques, mais on n'arrive pas, en particulier, à développer des politiques de santé publique. Et ce que nous faisons là, c'est un peu, c'est même beaucoup, une tentative de faire réfléchir les individus sur les meilleures façons aujourd'hui de vivre longtemps. Vous parliez de l'espérance de vie Longévité, oui. et du vieillissement. Aujourd'hui, on n'a pas de solution miracle, même les gens de la Silicon Valley. Et donc, le principal avantage qu'on peut avoir, c'est d'avoir compris quelles sont les conduites alimentaires et les conduites globales, exercice physique, mobilité, etc., équilibre, coordination, qui nous permettent de vivre vieux heureux, c'est-à-dire heureux de se déplacer, de ne pas dépendre des autres, etc. Donc la réflexion sur l'alimentation paléolithique, elle est basée là-dessus. Nous étions en équilibre, même si on vivait moins longtemps, on vivait de manière... il y avait très peu d'obèses, il y avait très peu de diabète, voire probablement pas du tout. Il y avait des maladies infectieuses, des parasitoses, par exemple, dont certaines d'ailleurs n'étaient pas aussi dramatiques qu'on a bien voulu le dire. Il y avait le problème des traumatismes, des blessures, que ce soit par des animaux ou par des chutes, etc. Mais on n'observait pas ou très peu d'athérome. Ça a été prouvé. L'athérome est plutôt, a commencé un petit peu avec les Égyptiens, avec le néolithique, c'est-à-dire quand on a commencé à avoir une abondance alimentaire, quand même, au moins pour certains, à avoir à disponibilité beaucoup plus quantité de calories. On observait peu de cancers. Il y en a eu, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait des cancers, surtout des cancers des os, par exemple, qui sont induits par des virus. Il y avait d'autres cancers. On a pu retrouver des cancers, bien évidemment, mais pas à la fréquence et à la prévalence que l'on observe aujourd'hui. Et quant à la neurodégénérescence, on ne peut pas trop en parler parce que, effectivement, certains ont vécu très vieux, y compris au Paléolithique, y compris pour les peuplades qui vivent aujourd'hui, les peuples qui vivent quasiment au Paléolithique, en Polynésie, chez les Hadjas, en Afrique, etc. Il y a des gens très âgés et on n'a pas d'ailleurs beaucoup de données là-dessus, mais enfin, il n'y a pas de forme, si vous voulez, évidente de neurodégénérescence. L'Alzheimer, ça a été découvert en Europe. On est bien d'accord. C'est donc le vieillissement tel que nous l'avons aujourd'hui qui est lié à l'apparition de ces maladies neurodégénérescentes. On ne peut pas dire qu'au Paléolithique, il n'y en avait pas, parce qu'on n'a pas de données importantes. Mais par contre, pour les deux autres, les cancers et les maladies cardiovasculaires, c'est un peu plus documenté. Et Et donc, parce qu'au Paléolithique, l'espérance de vie a été de combien à l'époque? On a elle des chiffres? était... Non, mais il ne faut pas se tromper sur l'espérance de vie au Paléolithique, parce qu'elle était en moyenne plus faible, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des gens qui vivaient très longtemps. Tout le monde, la Bible raconte là-dessus des histoires qu'il faut prendre non pas au pied de la lettre de la durée de vie invoquée, mais au fait que dans la Bible, il y a des histoires concernant des patriarches très âgés. On sait que on peut arriver très loin et
chez les Égyptiens, il y a eu des gens très âgés qui a approché 90 ans, etc. Donc tout ça, ça a été documenté. C'était pas interdit, mais il y en avait peu. Mais ce qui veut dire que c'était possible. C'était pas Ouais, et puis du à tout. l'époque, comme vous disiez, ils fuyaient l'infection, ils fuyaient les blessures, que nous, on fuit la maladie chronique, en fait, pour ne pas Voilà. mourir, quoi. Alors, ceux qui étaient en particulier dans les classes sociales qui pouvaient être protégés à la fois des accidents, à la fois être soignés de manière empirique, mais soignés quand même, et nourris de manière stable, sans famine, les durées de vie étaient élevées. Le problème, c'est que l'immense majorité n'avait pas accès à ces conditions de vie. Et donc, en moyenne, ça fait baisser la moyenne. Ce qui ne veut pas dire que la répartition, je vous ai parlé de ça dans notre entretien, la répartition de la courbe de Gauss, qui est une cloche, ben, elle témoigne de gens qui vivent très peu, mais à droite de gens qui vivent très longtemps. D'accord? Donc la moyenne, effectivement, est plus basse, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des gens qui aient vécu longtemps. Donc, Oui. première réflexion, intéressons-nous à ce que nous mangions au Paléolithique. C'est déjà très difficile à mettre en évidence, mais on a maintenant beaucoup de données très intéressantes, dans le cadre de la prévention de ces maladies chroniques. Ça, c'est une source intéressante parce que c'est une source qui fait valoir des arguments très forts en termes de causalité. On va voir ce que ça veut dire après. Donc, si vous voulez bien, maintenant, on va aborder un petit peu les éléments principaux de l'alimentation paléolithique. Alors, évidemment, Je l'alimentation voulais juste te dire qu'on soit d'accord. En fait, dans un monde aujourd'hui où le danger, c'est plutôt la maladie chronique, on part du principe que, vu qu'à l'époque, malgré des possibilités, s'ils avaient nos ressources, donc de vivre longtemps, ils n'avaient pas ces problèmes-là. Donc, vous supposez qu'aujourd'hui, en adoptant leur mode de vie, on pourrait s'en prévenir, quoi. C'est ça tout l'objet de la démarche. c'est une hypothèse bien résumée. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des arguments d'ailleurs, on va au-delà de l'hypothèse, on a des arguments significatifs pour dire que si on adoptait un mode de vie avec une exposition solaire, avec une activité physique, avec une alimentation basée, on va y venir, sur des aliments entiers et en termes de ressources, sans ressources illimitées, on serait en meilleure santé sur pas mal de points. Pourquoi? Alors, c'est assez simple, on va le résumer, parce que maintenant c'est un peu à la mode, mais même si on a, vous allez voir, c'est une question complexe. Le point essentiel, c'est que la chasse et la cueillette étaient les deux ressources du groupe paléolithique. Le groupe, c'était 30, 40 individus, 2, 3 familles, enfin des familles au sens paléolithique, avec des enfants, des grands-parents, avec les contraintes de la vie itinérante, enfin de vivre dans des cavernes ou dans des espaces protégés, ça dépend de la géographie, etc. Tout ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut restituer. Bien évidemment, toutes les alimentations paléolithiques n'étaient pas les mêmes. Dans la forêt vierge, il y avait une abondance d'un certain nombre de choses, y compris des fruits, y compris des légumes, y compris des animaux. Et les hommes du paléolithique étaient extrêmement intelligents. Ils avaient un sens de l'orientation, un sens de l'évaluation du risque bien plus pertinent que le nôtre, parce que nous, mis dans la forêt vierge avec les mêmes outils, on ne tient pas longtemps. Il faut bien se mettre en tête que ces gens-là étaient, qui sont nos ancêtres, étaient des gens extrêmement intelligents, extrêmement précautionneux, très orientés vers la survie. Ouais, ils Et n'avaient pas le donc, choix aussi, ils n'avaient pas le choix. Ça parce qu'ils développe n'avaient pas le choix et certains parce qu'il y sens. avait une pression évolutive. Oui. Donc, ils ont mis au point des stratégies pour avoir des ressources alimentaires suffisantes, avoir des enfants en quantité, etc. etc. Sinon, on serait resté un groupe paléolithique et on aurait disparu. Ces stratégies, c'était la cueillette, je l'ai dit, et la chasse.
Ce qui m'amène à dire que on avait très peu de moyens pour consommer ces aliments autrement que entiers. Il n'est pas question de faire des sauces et de raffiner les graines d'amidon, qui n'existaient pas d'ailleurs, parce que le blé sauvage, c'est tout petit, le maïs sauvage, il est comme ça. Donc, On pouvait c'est pas cuire à avec cette ça. époque ou pas? Je me rends pas compte pour situer, Pardon? pour ceux qui sont perdus comme moi, est-ce qu'on pouvait cuire à l'époque? Alors, Euh, justement, j'y viens. Ah, On ne pouvait pas donc transformer et on avait des plantes qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est-à-dire les plantes d'aujourd'hui sont des plantes gigantesques par rapport, parce qu'on a fait de l'hybridation. D'accord? Bon, c'est-à-dire on a fait du génie génétique sans CRISPR. la D'accord? En sélection, 3 ans, quoi. etc. Tout simplement. Voilà. La seule transformation qui a été perçue comme quelque chose qui est survenu au cours du Paléolithique et que maintenant on sait n'être pas survenu au cours du Paléolithique, mais au tout début, parce que les hommes ont utilisé le feu très tôt, soit par les incendies où ils allaient chercher des feux qu'ils rapatriaient, soit par différents moyens pour faire des étincelles. Ils avaient compris ça très tôt, donc on pense qu'entre 450 000 ans, on est sûr qu'à 450 000 ans, ils maîtrisaient le feu, voire même avant. Et donc, la seule transformation, c'était de faire cuire, mais attention, pas sur la poêle à 450 ou 500 degrés avec le gaz à fond. Non, non, c'était des petits feux, des cuissons très lentes qui se faisaient, y compris toute la nuit, ou il y avait le temps, hein, donc pour le lendemain, etc. Donc, c'était des modes de cuisson qui faisaient intervenir si vous voulez, des protections, comme par exemple des feuilles de palmier. On mettait ça dans le feu pour pas que les viandes soient brûlées. On avait très peu d'instruments, c'était des instruments en bois, assez limités, etc. Donc, bon, mais on faisait cuire en particulier ce qui n'est pas comestible cru ou qui est très difficilement comestible, en particulier toutes les racines. Les racines, beaucoup de racines sont très difficiles à manger avec nos dents. Par contre, dès qu'on les fait cuire, c'est beaucoup plus facile. Ça a été une Donc, opportunité pour eux, en fait, de manger ce qu'ils ne pouvaient pas absorber comme calories, quoi. absolument. Ouais, ouais. Et aussi, pour récupérer la moelle dans les os, rien de mieux que de mettre de l'eau, de faire cuire ça tout doucement et d'aller chercher avec des petits instruments la moelle qui était leur source de gras principale dans les os diaphysaires, c'est-à-dire les os longs. Donc, on s'aperçoit petit à petit que non seulement il n'y avait pas de produits transformés, c'est à ça que je voulais en venir, au sens où on l'entend aujourd'hui, il n'y avait que des aliments entiers qui étaient cuits avec un peu d'eau pour pas qu'ils s'abîment. Donc souvent des bouillons, c'est-à-dire des bouillons avec dedans avec des soupes, mais des soupes dans lesquelles les légumes étaient entiers, et mélangés à des protéines, mélangés à des œufs, mélangés à des poissons, parce qu'il faut savoir qu'au Paléolithique, ils avaient très très rapidement compris que c'était beaucoup plus facile d'attraper des saumons, ou des truites, ou d'autres poissons, ou des fruits de mer, s'ils étaient au bord de la mer, que des aurochs ou d'autres quadrupèdes dangereux. Vous avez compris. Donc ils en attrapaient, d'accord, mais ça demandait des dispositifs de chasse qui sont bien décrits dans les peintures de Lascaux. Mais ces dispositifs de chasse demandaient une mobilisation de ressources humaines, etc. etc. Donc c'était quand même pas tous les jours qu'ils devaient manger de la viande d'auroch. Bon, C'est même si l'argument un en peu ayant... c'est l'argument des végétariens, ça, au fait, de dire si vous deviez aller chasser votre propre gibier, ben en fait vous mangeriez que des légumes, quoi. C'était Ah un ben peu ça ça. c'est faux parce que ça dépend combien il y a de gibier. Si le gibier est petit, et c'est ce qu'ils ont fait au Paléolithique, c'est un contresens complet de dire ça. Pourquoi? Parce qu'avec des petits pièges, vous pouvez attraper beaucoup de lapins et beaucoup d'autres petits animaux. Et ça a été documenté, notamment dans une grotte en Israël qui contient des restes alimentaires.
Donc, il y dont a j'ai beaucoup de oublié le chasse au nom. piège en fait et à la pêche, plus que Mais je répète, la l'accroche-chasse. pêche était un élément central, parce que la pêche, c'est très facile, ça peut se faire à la main. On attrape, mon père attrapait les truites dans les petits cours d'eau de l'Aude à la main, dans les trous où se mettent les huîtres, les truites. Il les attrapait avec deux doigts mis dans les branchies pour qu'elles n'échappent pas. Donc, absolument. Le saumon s'attrape très facilement. Tout dépend, pour simplifier, pour en venir au fait, de la densité. Si vous avez beaucoup de petits animaux, beaucoup de poissons, ben vous les attrapez, hein. Vous avez beaucoup moins d'échecs. Regardez les ours qui mangent des saumons, ils se mettent dans un torrent, ils arrivent les trucs, et il y a plein de saumons qui passent. Oui. Évidemment qu'ils vont en choper deux ou trois, comme on dit, hein. Ils vont arriver à s'en saisir de deux ou trois, ou voire plus, parce qu'il en est passé 100. C'est vrai, parce que dans Nous la tête vivons des dans... gens, c'est vraiment l'époque où c'était la chasse barbare, etc. Mais en fait, pas forcément, quoi. C'était du Pas piège, du de la tout. pêche. Ouais. Oui, pas du tout. Et puis, en plus, comme ils étaient peu nombreux, ils ne risquaient pas d'épuiser la ressource. Ouais. Donc, la prédation était pas si vous voulez, létale pour l'espèce qui était chassée ou pêchée. Donc, des aliments entiers, des protéines, beaucoup de protéines, ça c'est sûr, des végétaux, essentiellement des feuilles et des racines, et des fruits de saison, mais pas les fruits qu'on connaît. Les seuls fruits qui sont les fruits du paléolithique, c'est les fruits rouges. Cassis, myrtille, voilà, des choses comme ça. Ça n'a pas beaucoup changé. D'ailleurs, les myrtilles sauvages sont toutes petites par rapport aux myrtilles d'élevage qui sont 3 fois le volume. Ouais, Donc on c'est voit le très bien que chasseur-cueilleur et pas le chasseur-maraîcher, quoi. c'est ça. Et donc, cette alimentation était très peu transformée. La cuisson était à basse température et les aliments étaient consommés entiers, dans leur entièreté, parce qu'il ne s'agissait pas de gaspiller, parce que la ressource était difficile à rapatrier au camp. Vous comprenez bien. Donc, on mangeait tout. Ça, c'est le premier point. Et là, déjà, on voit se manifester, enfin, on voit bien la différence qu'il y a avec ce que nous mangeons aujourd'hui. Ce que nous mangeons aujourd'hui, notamment pour les citadins, et dans tous les pays maintenant du monde, ce sont des aliments transformés, voire ultra transformés, dans lesquels, on va parler un peu de nutrition maintenant, dans lesquels il y a beaucoup de glucides, c'est-à-dire de sucre ou d'amidon, et beaucoup moins de gras et de protéines. Alors qu'au paléolithique, il y avait une ration glucidique plus faible, faite surtout d'amidon de racines, parce que des fruits, il n'y en avait pas en quantité, il y en avait dans la forêt vierge, mais il y avait des endroits où il n'y en avait pas, il y avait des périodes où il y avait beaucoup moins de fruits, etc. Donc, il fallait faire avec. Donc, cette grande différence, elle nous donne une indication sur la piste qu'il faut suivre. La piste qu'il faut suivre aujourd'hui, en l'absence de changements importants, et nous ne les verrons pas, ni vous ni moi, de notre génome, il faudrait quelque chose comme 5-10 000 ans d'alimentation industrielle pour Faire cette induire sélection, quoi. des changements dans le polymorphisme génétique des nucléotides. Donc, autant dire qu'on ne le verra pas. Donc, il vaut mieux s'adapter autrement. D'accord ? Et pour s'adapter autrement, il faut absolument récupérer un mode de vie qui est un mode de survie, c'est-à-dire on vit avec nos moyens et avec nos moyens qui sont qui doivent être assez proches de ceux de la chasse, de la pêche et de la cueillette, et sans transformation majeure. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas transformer, mais autant que faire se peut. Il faut cuire la viande doucement, faut faire du gigot de 7 heures, faut cuire les poissons au four.
Il faut éviter tout ce qui est friture affriolante et complètement souvent mélangée avec des huiles qui n'existaient pas au Paléolithique, hein, puisque même l'huile d'olive, ils n'en avaient pas beaucoup. Ils pouvaient avoir écrasé un peu quelques olives, mais il y avait pas beaucoup d'huile, et encore moins d'huile de graines, comme le tournesol, comme le colza ou autre. Donc, aller vers une transformation minimale, utiliser des aliments entiers, se rendre compte que nous avons beaucoup trop de glucides dans notre alimentation et que finalement, et je terminerai par là de cette vision donc de l'alimentation paléolithique, en disant que je pose souvent cette question, y compris à des médecins dans des conférences. Quel est le macronutriment, donc glucides, lipides, protides, hein, donc les sucres, les protéines, le gras, quel est l'aliment qui n'est pas indispensable, dont on peut se passer longtemps? Oui, c'est les glucides, ouais. C'est les glucides. Contrairement à une doxa totalement erronée du point de vue physiologique et du point de vue physiopathologique aussi, qui consiste à dire, oh là là, si vous ne mangez pas de glucides, votre cerveau ne va pas pouvoir fonctionner, vous allez avoir des hypoglycémies. Absolument pas. Si vous y allez progressivement, vous pouvez arrêter de manger des glucides pendant une semaine. Si vous êtes habitué, vous n'allez pas avoir de problème parce que l'individu est très bien fait et depuis la naissance, il a déjà appris à faire ça. On peut fonctionner avec des corps cétoniques et non pas des molécules de glucose. Si on y va progressivement dans la réduction de la charge glycémique, on active des mécanismes enzymatiques et même des mécanismes génétiques qui permettent d'utiliser le gras au lieu d'utiliser le sucre toutes les 15 minutes, enfin non, j'exagère, mais toutes les 3 heures pour ceux qui sont très dépendants du sucre. Et donc, c'est parfaitement possible. Et c'est même très utile parce qu'un des éléments, et je reboucle avec le vieillissement, un des éléments du vieillissement, c'est bien évidemment de faire fonctionner l'organisme avec des sucres, notamment rapides, mais pas que, parce que là, vous allez avoir des phénomènes de stockage de calories, vous allez avoir des phénomènes pro-inflammatoires, voire accélération de la croissance des tumeurs, etc. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Il vaut mieux s'installer dans une alimentation pauvre en glucides, riche en protéines et riche en graisses. Ouais, je rebondis un petit peu sur l'aspect inflammatoire de cette alimentation riche en glucides. Est-ce que donc cet effet anti-inflammatoire, il provient de trop de glucides, trop de calories ou du surpoids en fait? Ah non, le surpoids est une conséquence. Il provient de la consommation importante de glucides et dans cette consommation de glucides, de la consommation de sucre rapide. Ça, c'est le premier point. Les mécanismes oxydatifs avec les sucres et le fait qu'on stimule, dès qu'on mange du sucre, la production d'insuline et de facteurs de croissance liés à l'insuline, a des effets pro-inflammatoires par eux-mêmes. Okay. Plus vous produisez d'insuline, plus vous avez des effets pro-inflammatoires. Après, c'est une spirale. Quand vous avez un tissu adipeux très important, si vous avez 15% ou 17% de graisse, ça passe. Si vous avez 25-30% de graisse quand vous faites le test en montant sur la balance pour évaluer la quantité de muscles, de gras et le reste, eh bien, à ce moment-là, le tissu adipeux est tellement développé qu'il est générateur lui-même de facteurs inflammatoires. Donc l'inflammation. C'est là où je voulais en venir, ouais. C'est là où je voulais en venir. L'inflammation d'une manière générale, notamment l'inflammation de bas grade, c'est pas celle du furoncle ou de l'infection de la Covid. Non, c'est l'inflammation de bas grade, c'est-à-dire celle qui est pas très importante mais qui dure des années. Ça, c'est le signe de plusieurs phénomènes. Mais un des phénomènes
et l'alimentation très riche en glucides. Le deuxième phénomène qui est très important, qu'il ne faut pas négliger, notamment pour ceux qui sont adeptes de régimes cétogènes, etc., ils sont focalisés tellement sur l'histoire du sucre qu'ils oublient un élément important, c'est que si vous n'avez pas d'acides gras oméga 3 longue chaîne, vous ne pouvez pas avoir d'effet anti-inflammatoire puisque c'est un des acides gras oméga 3 longue chaîne qui est le précurseur d'une molécule profondément anti-inflammatoire. D'accord ? Donc il faut avoir ça en tête. Quand on mange des acides gras à longue chaîne, ça veut dire qu'on mange du poisson gras. Ces acides gras, on mange du poisson gras, on mange des huîtres, des moules, enfin voilà, des fruits de mer et des poissons gras. On a déjà les précurseurs d'une molécule qui est anti-inflammatoire elle-même. A contrario, si on ne mange pas de poisson gras et qu'on mange beaucoup d'huile d'olive de graines, c'est-à-dire des graines céréalières, l'huile de tournesol, l'huile de colza, enfin des huiles qui viennent des graines pressées, là on a beaucoup d'oméga 6. Et là, on a un effet pro-inflammatoire des oméga-6 en grande quantité. Donc, ça veut dire que c'est multifactoriel, comme tout. Tout est complexe et multifactoriel, sinon on serait mort depuis très longtemps. Pour résister à tout ce que l'on résiste, tout ce à quoi on résiste, et au stress évolutionniste, il faut vraiment que tout soit lié dans l'organisme, c'est-à-dire que tout communique avec tout. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et je me pose pardon, oui, c'est super important cet aspect d'équilibre, mais je me demandais si ces acides gras à longue chaîne, ils sont que parmi les protéines, enfin les sources animales alors? Ah oui, d'accord. Les sources végétales en dehors des algues, des petites algues microscopiques, mais les végétaux terrestres ont en général pas d'acides gras longue chaîne. Ils ont des acides gras oméga 3 courte chaîne, c'est-à-dire de l'acide alpha-linolénique. L'acide alpha-linolénique, qu'il ne faut pas confondre avec l'acide linoléique. Donc, quand il est alpha-linoléique, c'est un acide gras oméga 3. Mais il est courte chaîne et nous ne savons pas prolonger les courtes chaînes en longue chaîne, ou très peu. Oui. Seule la femme enceinte a une activation de son génome pour faire ça, parce que le bébé a besoin des acides gras longue chaîne pour son cerveau. Donc, elle est capable. Mais après, elle perd cette capacité et nous ne l'avons pas. Donc, ce n'est pas la peine de se gaver d'huile de colza ou d'huile de lin. On ne va pas faire beaucoup plus d'acides gras longue chaîne. Il faut manger des animaux qui ont mangé des algues et qui, eux, ont produit des acides gras longue chaîne. Donc, il y a allongé le C18, c'est un acide en 18 carbone. Il faut l'allonger en 22-24 carbone. Et pour faire ça, il faut des enzymes qui s'appellent des élongases, et les poissons gras les ont, pour des raisons qui ne sont pas liées à l'utilisation anti-inflammatoire, mais qui sont liées au fait qu'ils utilisent ça pour d'autres raisons, en particulier la fluidité sanguine, etc., qui leur sert dans leur environnement naturel. Ok. D'accord. Donc, parce que j'avais entendu d'ailleurs sur un podcast quelqu'un qui disait que la consommation d'oméga 3 diminuait elle-même l'inflammation du corps. Alors, pas toutes. C'est quand on vend l'huile de lin en disant vous serez moins inflammé, c'est faux. Il faut que ce soit des acides gras longue chaîne. Alors, on peut prendre de l'huile de foie de morue. Ouais. C'est la méthode pas chère et efficace. On peut prendre de l'huile de krill, parce que les petites crevettes ont mangé les algues et elles ont fait déjà les acides gras longue chaîne. Mais il faut manger beaucoup de krill, donc on l'écrase, on prend de l'huile. Bon, en fait, le mieux, c'est de manger du hareng, des roll mops, des choses comme ça, quoi. Des maquereaux, des sardines, des anchois, ce qui est un avantage considérable, parce que quand vous mangez des sardines, vous mangez du calcium aussi, puisque vous mangez l'arête, etc. Donc, tout se tient. Tout se tient. Et il n'y avait pas de surpoids à l'époque paléolithique? Alors, si on s'en tient aux gens qui vivent comme au paléolithique actuellement, en Polynésie ou en Afrique, oui. Les Hunza, les peuples polynésiens, ils sont
très affûtés, croyez-moi. Parce qu'en plus, ils ont une activité physique qui leur permet de maintenir la masse musculaire. C'est pas, vous êtes kiné, donc vous le savez, c'est un duo. Si vous mangez très bien mais que vous n'avez pas de masse musculaire, vous pouvez devenir insulino-résistant. Parce que ce qui diminue beaucoup l'insulino-résistance, c'est le fait que le muscle consomme énormément de glucides, donc des glucides endogènes, hein, c'est-à-dire ce qu'on peut produire à partir du gras, et donc on a moins de gras de ce fait. Donc oui, il faut consommer des acides gras longue chaîne, c'est possible, c'est même pour ces petits poissons beaucoup moins cher que la viande ou des poissons au nom plus prestigieux, mais qui sont très bons sur le plan gustatif, mais qui contiennent moins de gras. Okay. Voilà. Donc en fait, quelqu'un aujourd'hui qui chercherait à imiter un petit peu le mode de vie paléo, donc en bougeant énormément, en étant le moins possible sédentaire et en se nourrissant un petit peu en cherchant à imiter la manière dont il se nourrissait à cette époque-là, il est sûr d'améliorer ses facteurs de santé. Très rapidement, très rapidement. C'est même pas la peine de commander des repas tout faits. Oui, comme sauf si vraiment on est hostile à toute préparation culinaire, ce qui est complètement stupide. Mais bon, ça on voit. Bon, après, il faut payer non seulement ceux qui vous le préparent, mais en plus le fait que ces repas ne sont absolument pas, n'ont aucune garantie de vous faire maigrir, en particulier de vous faire maigrir de la glande jaune. Parce que ce que l'on veut tous, c'est pas maigrir, c'est perdre du gras. Ah oui. C'est pas perdre les muscles. Sûr. Les gens ont très bien compris ça, ils sont pas idiots. D'accord? Donc quand vous entendez dire j'ai perdu 25 kilos, ben, vous êtes sûr à peu près que s'ils les ont perdus vite, il y a plus de muscles que de gras. Ouais, parce que, c'est une folie, ça. Ben, évidemment, si vous coupez les calories, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas vous suicider. Hein, donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez utiliser les protéines qui vous restent, qui sont utilisables, c'est-à-dire faire une fonte musculaire qu'on appelle pour utiliser ces acides aminés, par exemple, premier cas. Et aussi, vous utiliserez un peu de gras. Mais le gras, vous n'êtes pas habitué à l'utiliser puisque vous êtes obèse. Donc, comme vous êtes obèse, vous n'allez pas utiliser vite le gras. Il va falloir une période d'adaptation. Quand on veut ne plus avoir de fringales, etc., il faut, ça dépend des gens, mais il faut bien 3 mois pour adapter son métabolisme à la consommation de gras. Ouais. Ça, j'en ai fait, j'ai testé ça moi-même et j'ai testé ça avec beaucoup de gens que je connais, avec ma famille, etc. C'est tout à fait évident, c'est connu. Vous êtes rentré donc dans l'état de cétose, comme on dit, vous y êtes? Oui, enfin, j'aime pas très bien ça parce que ceux qui parlent de cétose, ils sont jamais sûrs qu'ils y sont puisqu'il faudrait qu'ils mesurent les corps cétogènes. Donc déjà, bon, c'est un autre sujet. Mais déjà, un état d'alimentation faible en glucides. Je préfère ce que l'on appelle en anglais le low carb diet. Voilà. Ça, c'est à tous les coups, vous gagnez là. À tous les coups. Le cétogène, c'est pas tout à fait pareil. D'abord parce que je répète, les gens ne savent pas à combien ils sont. Alors je vous fais la comparaison. Si vous enlevez le compteur de vitesse d'une voiture et que vous interrogez les conducteurs, ils vont vous dire moi, j'étais à 50. Il y en a qui étaient à 30. En fait, ils croient qu'ils sont à 50 et il y en a qui sont à 50, qui sont à 100 et ils croient qu'ils sont à 50. Donc, si vous ne mesurez pas, d'une manière générale, si vous ne comparez pas, vous ne faites pas de la médecine, vous ne faites pas de l'expérimentation scientifique, vous faites de l'à peu près. Et ça, c'est la pire méthode parce qu'elle est en général beaucoup plus souvent erronée que vraie. C'est à celui qui exagère le plus, quoi. Comme la température le matin en arrivant au boulot, quoi. Oui, c'est à celui qui a les biais cognitifs, qui a des biais cognitifs. On en a tous. Mais le thermomètre nous permet de rectifier nos biais. Hein, quand on mes petits-enfants, leur mère me dit papa, est-ce qu'il n'a pas la fièvre? Moi, je le sens chaud. Ben, écoute, on va
on va regarder avec un thermomètre parce que sinon, on ne va pas avoir la même appréciation. Parce que toi, tu le sens chaud parce que tu es inquiète. Moi, je ne le sens pas chaud. Donc, on n'a pas d'autre solution que de faire des choses rationnelles. Et pour être rationnel, il faut mesurer. Ok, ok. Une Voilà. chose aussi sur laquelle je voulais rebondir, c'est que en vous écoutant, et puis bon, j'avais fait on sait tous si on s'intéresse à la nutrition, comment on définit la diète paléo, elle est très riche en protéines aussi. Ah oui, elle est riche en protéines. Il n'y a aucun souci. Qu'elle soit végétale ou animale, mais inévitablement animale. C'est ce qu'on appelle le paléo vegan, c'est une. Je ne sais pas, c'est une invention. Vous savez, il y a des gens qui sont en recherche de marché, donc c'est des inventions consuméristes. Ça n'a rien à voir avec la science. Quand vous n'avez plus rien à manger et que vous avez l'auroch là qui est suspendu et qui sèche, je peux vous dire que si vous devez aller faire une virée de 10 km pour aller cueillir des trucs, etc., vous mangez le morceau. Hein. Ouais, Voilà. surtout qu'il y a une part d'instinct un petit peu. J'avais vu une étude comme quoi on se dirigeait quand on avait faim vers les aliments les plus denses en calories intuitivement un peu. Ah oui, on a pas mal de mécanismes instinctifs oui, qu'on a hérités des animaux, absolument. Et au paléolithique, ils ne les avaient pas réprimés. Nous, on a un acquis répressif qui est nos parents, ce qui se passe dans les gondoles des supermarchés, les céréales du petit déjeuner, etc. Ça, c'est répressif de tous les instincts que l'on peut avoir, évidemment. Oui. Oui. Alors, si vous le voulez, maintenant, on va peut-être aborder la deuxième partie qui sera plus courte, mais qui va permettre de faire un lien avec la diète paléolithique, avec l'alimentation paléolithique, parce qu'en réalité, on s'aperçoit que le vieillissement de certaines régions du globe est nettement plus important. La différence est significative avec des régions, par exemple, plus industrialisées, beaucoup plus urbanisées, etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler des zones bleues, les blue zones, où il ferait bon vivre, et y compris longtemps en bonne santé. Alors, je vais m'efforcer là d'introduire une précaution méthodologique, parce que c'est le rôle du médecin de ramener les choses, comme pour le thermomètre, à la réalité. Effectivement, il y a des zones où on observe beaucoup plus de centenaires. La question est la suivante, c'est que pour beaucoup de ces zones, nous n'avons pas les preuves indubitables que les individus sont nés 100 ans avant. Les gens allèguent une date de naissance qui n'est pas prouvée par des documents. Donc, on a une incertitude qui naît à ce niveau, incertitude qui a été gommée par les auteurs, les auteurs de livres qui veulent vendre leurs bouquins et qui ont fait tout un plat de ces zones en disant voilà, ça y est, la Crète, Okinawa au Japon, la Sardaigne, même la Corse, etc. Bon, il y a des centenaires, etc. Bon. Donc, la première chose qu'il faut dire, il faut être extrêmement prudent. C'est un travail qui est en cours. On est en train de rechercher de manière précise si ces zones où il y a beaucoup de nonagénaires et de centenaires, les preuves existent. Il semble bien qu'il y en ait, absolument, mais pas toutes, certainement. Donc, ce qui signifie que si on s'en tient aux éléments assez fiables aujourd'hui, on s'aperçoit que si le Japon est en tête, bien devant la France d'ailleurs, de l'espérance de vie moyenne pour les hommes et pour les femmes, parce que nous, on a une espérance de vie chez les femmes qui n'est pas trop mauvaise, mais chez les hommes qui est beaucoup moins bonne. Et donc, on n'est pas dans les trois premiers. Hein. Là aussi, il faut revenir à des réalités. Bon. 15e, je crois, j'ai vu aujourd'hui, 15e ou 20e. Oui, enfin bon, mais enfin, on n'est pas dans les trois premiers. Et donc, si le Japon est dans les premiers, comme beaucoup d'autres îles, la Crète, certains foyers de la Crète, la Sardaigne, on
on a des problèmes en Sardaigne. Certaines zones de l'Italie côté Adriatique, eh bien, c'est aussi parce que il y a une très forte culture alimentaire conservatrice. Alors, je sais bien que quand on dit conservateur, en France, souvent, on passe pour un demeuré parce que c'est pas la mode. Ben, c'est pas progressiste, non, c'est conservateur. C'est en conservant au maximum les habitudes alimentaires de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, etc., que ces individus ont vécu et ont vécu longtemps. Et si on s'intéresse un peu de plus près, c'est une alimentation assez proche du paléolithique, mais combinée à des animaux d'élevage et de l'agriculture. Les aliments sont mangés entiers, préparés à la maison et récupérés frais ou quasi frais. Les transformations, congélation, oui, transformation qui est neutre. Cuisson douce, oui, pour des raisons souvent d'économie d'ailleurs, et non pas pour des raisons culinaires, d'économie, de goût, mais d'économie. On consomme moins d'énergie quand on fait cuire à feu doux que quand on balance le gaz à fond. Ouais. Et consommation d'oméga 3, parce qu'on consomme des feuilles et qu'on consomme des poissons et des mollusques et des fruits de mer. Et donc, quand on analyse un peu précisément ça, on s'aperçoit que ces zones, notamment au Japon, ont des régimes très bas en glucides. Ils n'ont pas de sucre. Ils n'ont pas de sucre en poudre. Ils n'en mangent pas. Ils ont très peu, au Japon pas du tout, mais ils ont un peu de riz, mais très peu, parce que c'est cher le riz. Ils ne peuvent pas le cultiver, il faut l'acheter. Et dans les autres pays, c'est pareil. En Europe en particulier, dans les îles comme la Sardaigne, il n'y a pas des immenses producteurs de céréales, donc il faut l'acheter. Pas de pâtes, pas de pizza là. Il y a beaucoup moins de pâtes et de pizza dans la campagne, absolument. C'est pas à la campagne qu'il faut. Par contre, ils font des artichauts sauvages comme en Crète. C'est, à mon avis, bien meilleur que la pizza. Ils ont des olives, ils ont tout un tas de salades sauvages, etc., etc. Donc, ils vivent beaucoup en partie sur l'agriculture, mais aussi sur la cueillette de fruits et légumes sauvages. Les asperges sauvages, les poireaux sauvages. Moi, j'ai vécu dans mon enfance, après les vendanges, on allait dans les vignes cueillir les poireaux sauvages. C'était des petits poireaux, et ils étaient à peu près 10 fois plus petits que les gros là qu'on nous fait aujourd'hui en alimentation, en agriculture, mais ils étaient délicieux. Bon, voilà. Donc, on s'aperçoit que donc ces gens-là vivent longtemps, mais ils ont, à côté de l'alimentation, d'autres facteurs. C'est pas l'objet de l'entretien d'aujourd'hui. Mais l'essentiel, l'alimentation, est une alimentation d'aliments entiers, peu transformés, qui sont achetés souvent localement, avec très peu d'apports extérieurs, pas de sucre, pas de produits laitiers très complexes. Ils vivent avec des produits laitiers très, très basiques, hein, du fromage blanc, le brooch, des choses comme ça. Hein. C'est des trucs simples, hein, avec des petits animaux. Ils ont souvent du lait de brebis, du lait de chèvre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vaches dans ces îles. D'accord ? Voilà un peu ce qu'il faut retenir des Blue Zones. Et beaucoup de pêche. Et pour faire le lien entre les deux, il faut savoir que même au Paléolithique, on s'est aperçu que, bon, ils pouvaient vivre dans la forêt vierge, ça c'est sûr, mais ils étaient souvent assez proches d'un lac ou du bord de mer. Ce qui signifie qu'ils avaient accès à la ressource marine. Mais malheureusement, les traces ont été effacées, car si on peut retrouver
20 000 ans après des diaphyses, des zoodiaphysaires de l'auroch ou de grands mammifères, par définition, les arêtes de poissons ne sont pas conservées dans le sable des cavernes là où ils ont été mangés. Il y a peut-être des dessins, je ne suis pas trop au Oui, fait, il y a mais des dessins, oui. ouais. Il y a des Ouais. dessins il y a des dessins de poissons. Oui, ça manque pas. Mais on ne sait pas. Mais si vous voulez, en quantité, évidemment, il y a beaucoup plus d'os de mammifères. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Donc, Voilà ben, ce en qu'on fait, pouvait dire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux aspects. Donc, je répète, prendre en considération d'où nous venons, comment et combien de temps nous avons vécu et confronté notre génome au milieu naturel. Ah ben, c'est le paléolithique, évidemment, beaucoup plus que c'est incroyable. La période que nous vivons aujourd'hui avec l'ère industrielle, elle est microscopique. D'accord? 200 ans, de l'autre côté, 450 000 ans. Donc forcément, les pressions évolutionnistes ont été possibles parce que la transformation du génome est une affaire qui prend beaucoup de temps. des générations. Ouais. Einstein avait dit « Dieu ne joue pas au dé ». On peut rajouter que Dieu ne se précipite pas pour changer le génome. Ouais. Ça marche, ça marche. Et en fait, c'est super intéressant parce que on se rend compte que pour prendre soin des ajustements qu'on peut avoir aujourd'hui avec nos corps, avec notre santé, observer le comportement et les habitudes à l'époque du Paléolithique, c'est un peu comme retrouver la notice d'utilisation de notre corps, en fait, à vous écouter. Oui, on peut imaginer que on s'inspire de cela parce qu'effectivement, c'est ce qui a créé, ce qui a permis à l'homme de se développer, de voyager, parce qu'avec ce niveau, avec ces éléments de vie, il faut bien comprendre qu'on était des grands voyageurs. Il suffit de prendre une carte géographique, des mouvements de population, de l'homme de Néandertal, des Denisovans, des Australopithèques, de tous les fossiles humains qu'on a retrouvés. Chaque année, il y a plusieurs annonces, plusieurs travaux scientifiques qui montrent que c'est encore plus compliqué qu'on l'imaginait, en sens pas compliqué au sens de le comprendre, on le comprend bien, mais c'est complexe. Ils se baladaient dans toute la péninsule ibérique déjà il y a très longtemps. Ils passaient de l'Asie à l'Europe en marchant, en se déplaçant. Ouais. Donc, ça les empêchait pas de se déplacer, ça les empêchait pas de se reproduire et de devenir l'espèce la plus importante sur Terre. En tout cas, pas la plus nombreuse. Il y a des insectes qui sont beaucoup plus nombreux que nous, mais en tout cas l'espèce la plus prédatrice, ça c'est sûr, et qui a établi son règne en quelque sorte. Hein. Nous sommes dans le règne de l'humanité qui, de surcroît avec toutes les techniques génétiques, peut envisager de prendre la commande de sa destinée. Donc, je crois que c'est une source d'inspiration absolument fondamentale. Et on verra après, peut-être dans le deuxième entretien, c'est sûr d'ailleurs, essayer de comprendre les mécanismes biochimiques qui permettent de guider son alimentation, des choses simples, hein, des choses pratiques, et d'arriver à cet optimum, c'est-à-dire que dans le monde de 2025, au milieu de l'industrie agroalimentaire, on peut tout à fait, sans sacrifice énorme, sans problèmes relationnels et sociaux, avoir une alimentation extrêmement efficace pour vieillir longtemps et en bonne santé. Ça, c'est très possible aujourd'hui. Et demain, on est à peu près certain, effectivement, que ce qu'on pourra faire du point de vue, par exemple, des greffes, notamment pour les diabétiques, du point de vue des médicaments, des maladies neurodégénérescentes, etc., va encore allonger l'espérance de vie, ce qui va nécessiter, si on veut en profiter, de ne pas avoir cramé toutes ces
tous s'écartent en mangeant 2 paquets de chips à chaque match de foot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être un peu lapidaire, mais c'est pas loin de la vérité. Et je parle pas de ce qu'on boit. Donc je crois qu'il faut être très prudent. Il faut savoir que on a un capital santé et on peut le cramer très vite. Très facile. On peut l'entretenir. C'est pas un gage d'éternité. Peut-être un jour, ça sera un gage de vie beaucoup plus long que la nôtre. Mais quelqu'un qui vit quasiment 100 ans aujourd'hui sans gros handicap, c'est magnifique. Il y a des gens qui font du vélo qui sont centenaires. Maintenant, on va en voir de plus en plus. Et c'est une grande espérance. Et j'engage les jeunes générations, non pas à jalouser leurs anciens en disant qu'il leur coûte très cher, mais à dire, nous, ça veut dire qu'on ira plus loin. Voilà. Oui, c'est sûr. Donc, aller de l'avant et être proactif pour sa santé en s'instruisant. La clé, c'est la connaissance, oui. Et j'ai apprécié aussi, je voulais ressortir une citation de vous dans notre entretien téléphonique avant ça. Vous me disiez, on va parler quand même un petit peu technique, et vous l'avez fait avec les oméga 3, les chaînes longues et tout ça. Et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de perdre le public, parce que si les gens sont intéressés, ils vont creuser. Et comme vous avez très bien dit, on est là pour pas pour vulgariser, mais pour élever le niveau. Donc ça, j'apprécie cette démarche-là. Voilà. La vulgarisation, c'est ce qui s'appelle en mathématiques la régression à la moyenne. C'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on fait avancer une classe et qu'on lui fait obtenir de meilleurs résultats. On obtient de meilleurs résultats en disant, écoutez, il y a des types bons, là on va essayer de coller la queue du peloton aux gars qui sont devant. Voilà. C'est aussi une leçon du sport. Le sport, c'est pas une régression à la moyenne. Si vous dites, oui, le Tour de France, en moyenne, ils ont fait ça, tant de vitesse, etc. Bon, ça n'intéresse personne. Voilà. On veut voir les gagnants. On veut voir les gagnants. On veut voir les gagnants. On veut qu'ils changent, les gagnants aussi. On veut voir comment ils gagnent. Et puis, on veut voir comment les autres peuvent progresser. Et ils progressent. Et comme ils voient des gagnants, ils se disent peut-être que moi, je vais y arriver. C'est sûr. Et le mec fan de vélo, il a beau être anti-compétition, au final, il est inspiré par les gars qui se tirent la bourre et pas par le dernier du peloton, malheureusement, quoi. Absolument. Absolument. Ouais. Et ça, c'est une loi. Alors, refuser, il y a des lois qu'il ne faut pas trop refuser parce que ça empêche de vivre harmonieusement. La loi d'aller de l'avant et de se projeter dans l'avenir pour faire mieux, c'est une loi qui nous est imposée par la nature. C'est la loi de l'évolution. Sinon, il n'y aurait pas aujourd'hui un cerveau comme le nôtre, qui est un cerveau, qui est un organe extrêmement complexe et extrêmement efficient. C'est clair. Voilà. Bon, écoutez, je crois que c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas. Je suis honoré de votre présence sur cette chaîne. Et puis, j'espère qu'on a pu apporter des éléments de réflexion. Et je vous souhaite une très bonne soirée, David. Merci beaucoup à vous aussi, Guy-André. Et puis, si vous avez des commentaires, éventuellement, si les gens ont des commentaires, qu'ils les mettent en dessous de la vidéo, parce qu'on va faire Absolument. un deuxième épisode ensemble. Et peut-être on pourra aborder certaines questions s'il y en a. Absolument. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.